À ton avis, qu'est-ce que c'est que ça? À première vue, rien de spécial et pourtant, c'est la chose la plus importante que tu vas voir aujourd'hui. Pas cette vidéo spécifiquement, mais ce qu'elle représente. Et pour que tu comprennes bien pourquoi, je vais t'emmener toi et tous les autres spectateurs, avec moi, découvrir ou redécouvrir une histoire qui a remué le monde entier. Pour te faire simple, je passe beaucoup de temps à lire, depuis mon enfance. Des romans dans un premier temps, dans un style plutôt fantasy, comme par exemple les Chroniques du Monde Émergé. Et avec le temps, et des parents de la génération Dorothée, je me suis mis à lire des mangas, beaucoup de mangas. Mais le sujet n'est pas celui-ci, car aujourd'hui vous allez me suivre dans ma découverte de l'œuvre qui a démocratisé les mangas coréens, aussi nommés webtoon ou manhwa. Et je parle évidemment de Solo Leveling. Solo Leveling est une œuvre très particulière, avec 179 chapitres pour l'histoire originale, mais surtout, c'est un nouveau format. J'avais personnellement l'habitude de tourner les pages d'un livre dans le sens contraire à ma lecture, avec des œuvres japonaises. Mais là, il me suffit de scroller pour avoir la suite, car cette œuvre est sur une seule et même page de haut en bas, et à première vue rien de révolutionnaire. Jusqu'à que tu vois ton personnage qui charge une attaque et que le mouvement continue jusqu'en bas de la page. Et là je me suis dit, waouh, c'est donc ça, lire un animé. Avec cette simple scène, j'ai lu une animation. Et c'est là la puissance du webtoon. Bon, revenons à Solo Leveling, qui sans trop mouiller est aujourd'hui pour le webtoon et les manhwas, ce que Dragon Ball est pour le manga. C'est l'œuvre qui a démocratisé le format, et qui l'a extirpé des frontières de la Corée du Sud. Lors de l'ouverture du premier chapitre, justement, je suis directement transporté en Corée. Et je comprends très vite que nous sommes dans le même monde avec la même économie, les mêmes pays, à un détail près cependant. Et ce détail, c'est des donjons. Partout sur le globe, il y a quelques années, des donjons sont apparus. Et ces donjons ont la particularité de nous transporter dans des dimensions où des monstres, plus ou moins forts, assoiffés de sang bien évidemment, nous y attendent. Avec cette arrivée de donjons, sont apparus naturellement des chasseurs pouvant user de pouvoirs spécifiquement adaptés à la fermeture de ces fameuses instances. Ces donjons et chasseurs ont donc été très vite régulés par les gouvernements du monde entier. Et pour ce faire, des rangs ont été attribués allant du rang E au rang S pour déterminer et classifier leur potentiel et leur puissance. On reviendra là-dessus par la suite. Donc je commence à lire et je tombe sur ce qui semble être le protagoniste. Il se nommerait Sung Jin-woo. Et il est très vite expliqué que sa puissance est de rang E. Il est considéré comme étant le plus faible des chasseurs. Et à première vue, je me dis que c'est juste la base d'une bonne histoire fantasy, et qu'on pourra le voir progresser, gravir les rangs, pour finir tout en haut de l'échelle sociale, de son monde en tout cas. Sauf qu'il y a un gros problème avec ce scénario. Dans ce monde, tout particulièrement, une fois être devenu éveillé, ton statut ne changera pas. Il ne changera jamais. Tu pourras mieux utiliser tes compétences à force de les utiliser, certes, mais ta puissance globale, elle, est fixe. Et surtout, ceci n'est qu'une histoire de chance. C'est du même niveau que de naître soit dans une famille riche en Suisse, ou de naître dans une famille noble à Saint-Étienne. On ne choisit rien, tout est une question de chance, et on peut le dire, Sung Jin-woo n'a pas de chance du tout. Donc tout naturellement, je commence à suivre son aventure, qui m'en voûte pas uniquement à cause de son monde, ou même du personnage, mais surtout, car c'est simple à lire. Je veux la suite, alors je slide avec mon doigt, du bas vers le haut, à la manière de ma consommation excessive d'un certain réseau social. Et putain oui, c'est addictif de voir Sung Jin-woo rentrer dans un donjon, être à deux doigts de mourir, pour rentrer ensuite dans un double donjon, et mourir directement pour... Attends quoi? Le personnage principal meurt aussi vite? Mais je le connais presque pas ce perso. Ça me touche même pas. La statue avec son sourire chelou était bien plus marquante que la mort nulle du héros, qui lui aussi est assez nul en fait. Et qui se sacrifierait en plus pour de parfaits inconnus. Bon. Je me calme et je vois bien qu'il reste beaucoup trop de chapitres pour penser qu'il est réellement mort. Car avec la magie du scénario, Sung Jin-woo n'est pas mort. Il a subi ce qu'on appelle un double éveil. Et cela lui permet de justement évoluer et prendre en puissance. Et le voilà enfin sur la quête de l'ascension sociale pour devenir un rang S. Voilà donc les bases de cette œuvre, qui bien évidemment va se complexifier puisque le personnage que l'on suit va de par son augmentation de puissance changer radicalement, pour devenir quelqu'un presque dénué d'humanité, capable de tuer sans ressentir la moindre émotion, dans un monde comme le nôtre
son profil psychologique est assez clair, il est dépendant. Il est dépendant à l'augmentation de statistiques. Il est dépendant au système. Mais de quel système je vous parle ? Je vous parle du système qui l'accompagne lors de son double éveil. Je vous parle du système qui indirectement le contrôle et le manipule pour l'amener là où il a décidé de l'amener. À partir de ce moment-là, Sung Jin-woo devient un esclave de quelque chose de bien plus grand que lui-même. Mais attention, ça le concerne oui, mais ça nous concerne tout autant, car le système qui le fait évoluer fonctionne sur la base du conditionnement à la réussite. Le conditionnement à la réussite repose sur le principe du renforcement positif. Si une action est suivie d'une récompense, le cerveau enregistre qu'il doit répéter cette action. Et pour visualiser ça, il y a la très connue expérience de Skinner. Dans cette boîte, on y met un pigeon ou un rat, et cette boîte est munie d'un levier. L'animal, en visitant cette boîte, appuie au bout d'un moment sur le levier sans faire exprès. Et à ce moment-là, une petite bille de nourriture arrive. Très vite, le rat associe son action de pousser un levier à une récompense, la nourriture. Il ne cherche plus au hasard, il va directement vers le levier pour récupérer de la nourriture. Il est donc manipulé de force par les chercheurs, de façon psychologique, car pour une action X, il reçoit à coup sûr une récompense Y. Et à la manière de notre protagoniste, il exécute ce que le système lui dit de faire. Car même s'il en est conscient, c'est profitable autant pour le système que pour lui. Mais cette facilité d'évolution cache quelque chose de bien plus profond, très très proche de la gratification instantanée. C'est tellement simple pour lui d'évoluer en faisant quelques quêtes journalières que cela stimule quelque chose de beaucoup plus complexe que l'on appelle la dopamine. Ce n'est pas l'hormone du plaisir, mais c'est celle de l'anticipation et de la recherche. C'est elle qui te donne l'élan pour agir. Il est donc situé dans un état que l'on appelle le mécanisme du piège. C'est la raison de pourquoi il ne s'arrête pas. Il évolue et devient indéniablement plus fort. Quand je lis ces chapitres, je vois un raté qui évolue tellement vite que c'en est jouissif. Le plus intéressant, à mon sens, est la fracture entre sa version faible et sa version forte lors de sa rencontre avec les autres survivants du double donjon. Moi, en tant que lecteur, je l'ai vu changer et évoluer, étape par étape, par le biais de ce fameux mécanisme du piège. Mais attends, c'est la deuxième fois que je te parle du mécanisme du piège et je te l'ai pas expliqué. Le problème du mécanisme du piège survient quand le circuit de la récompense s'emballe. Pour lui, c'est son évolution ultra rapide, qu'il est en plus le seul à pouvoir faire, et en plus, il le fait avec des actions plutôt simples, dans un premier temps en tout cas. Pour nous, par contre, ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, jeux vidéo, ou même la malbouffe. Pour t'expliquer, ça se décompose en 6 étapes. Dans un premier temps, le signal. Par exemple, tu vois une notification sur ton téléphone. Dans un deuxième temps, le pic de dopamine. Ton cerveau anticipe le plaisir de la nouveauté, et tu ressens une tension, une envie d'agir. En petit 3, forcément, l'action. Tu consultes ton message ou la notification de ton youtubeur favori, et bien sûr s'ensuit la 4e étape, la récompense. Tu as un bref sentiment de satisfaction, souvent lié à l'ocytocine ou aux endorphines que cela te procure. Et bien sûr, pour que tu puisses retomber là-dedans, il y a la 5e étape, qu'on appelle le crash ou le down. Très vite, le niveau de dopamine chute en dessous de son niveau de base. Et bien sûr, cela crée l'étape 6, le manque. Pour compenser ce vide, le cerveau redemande un nouveau pic. Donc tu recommences à scroller de plus en plus longtemps pour obtenir le même effet. Et c'est comme ça que le système le tient par les... Enfin, tu m'as compris. Le piège se referme en lui donnant la puissance. Le système lui a volé son humanité, car pour monter tout en haut de l'échelle sociale, Jin-woo est devenu froid. Il n'est plus une personne, il est devenu une fonction. Il est même devenu une arme. Mais le plus fascinant, ce n'est pas sa force, c'est le regard des autres. Quand le maître de la guilde des Tigres Blancs comprend que Jin-woo est le seul être au monde à pouvoir briser les règles, et donc évoluer, cette sensation de puissance nous explose au visage. Pourquoi, me diriez-vous ? Parce qu'on projette forcément nos insécurités sur lui. Alors oui, en suivant ses péripéties, on se rend compte qu'il arrive à aller jusqu'au rang S. Il arrive au sommet, mais au final, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question de si il a vraiment plus de valeur que le Sung Jin-woo du début ?
Vous vous souvenez? Celui qui galérait à payer les factures d'hôpital de sa maman. Vous savez, celui qui nous touchait. A contrario, celui qui est arrivé au rang S, qui peut soulever des montagnes, nous impressionne. Mais, selon moi et pas mal de lecteurs, il nous est étranger. La magie de ce Eveling, c'est de nous faire croire le temps d'un scroll que la loterie de la naissance n'est pas une fatalité. Que même un rang E, né à Saint-Étienne, peut briser les plafonds de verre et rejoindre les rangs S, nés en Suisse. Mais n'oubliez pas cette image, cette cellule. Elle se moque de savoir si vous sauvez le monde ou si vous regardez un écran. Elle réagit de la même façon, peu importe les circonstances. Jinwoo pense être le maître du jeu, mais il ne fait qu'obéir aux signaux d'un système qu'il ne contrôle pas. Alors la prochaine fois que ton pouce glisse sur ton écran pour voir la suite, demande-toi, est-ce que tu es vraiment en train de monter de niveau, ou est-ce que tu es juste le rat qui appuie frénétiquement sur le levier dans une boîte ?